Esti, merci à tous les Bordelaises et les Bordelais pour cette invitation qui me fait très plaisir. C'est vraiment, voilà, c'est toujours un plaisir de venir et on est toujours très heureux de vous accueillir aussi à Strasbourg. Et alors en plus, pour parler du jeu graine, vous ne pouviez pas me faire plus plaisir, hein. Là, il y a un vent d'optimisme. Moi, je suis toujours optimiste, hein, même. Puis de toute façon, on parle d'une maladie qui est quand même, on le sait, beaucoup moins grave que la sclérodermie systémique, mais pour laquelle il y a énormément, on est plus sec effectivement, et il y a beaucoup de progrès. Alors un des premiers progrès, c'est qu'on arrête de dire syndrome, hein, puisque c'est pas plus un syndrome que le lupus. Donc maladie de Gougerot-Sjögren en France, maladie de Sjögren dans le reste du monde. Voilà mes conflits d'intérêts. Et donc, voilà, on va aussi un choix très subjectif sur les actualités. C'est l'occasion de discuter et n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, il y a eu des progrès vertigineux. Pour vous le montrer, je vous montre ce que nous, on faisait il y a une quinzaine d'années, ce qui a encore beaucoup fait, c'est on cultivait des cellules, on faisait des biopsies de glandes salivaires accessoires. On gardait que les cellules épithéliales, on faisait vraiment parce que les Grecs nous avaient bien contaminé que le Sjögren, c'est une maladie de l'épithélium, c'est une épithélite auto-immune, donc on mettait de l'hydrocortisone, de l'EGF pour se débarrasser du stroma et de tout le reste. Et ensuite, on faisait des co-cultures avec des lymphocytes T, des lymphocytes B pour mimer l'infiltrat et on regardait ce qui se passait, est-ce que les cellules épithéliales sécrètent BAF, activent lymphocyte T, lymphocyte B. Là, je vous ai donné un exemple de différenciation des lymphocytes T CD4 en lymphocytes T folliculaires, qui sont des lymphocytes qui jouent un rôle dans la transition vers le lymphome. Donc un modèle en 2 dimensions, complète, très artificiel, mais qu'on continue à utiliser. Et autre exemple aussi, et ça me permet de rendre hommage à un de mes maîtres, Gilles Chiocchia, qui est décédé il y a quelques années. C'était le sujet de ma thèse de science. C'était faire, j'ai honte, une vingtaine de glandes salivaires en ARN total. Et on a vu qu'il y avait un peu d'interféron. Alors, on était déjà bien inspiré par les travaux de Patrick. On sentait que l'interféron pouvait être important dans les maladies auto-immunes. Et on avait trouvé de l'interféron. Et ensuite, impossible de savoir quelles étaient les cellules, mais là aussi, on avait une petite idée. Donc, on avait fait un marquage et on avait vu que c'était des cellules dendritique plasmacytoïde. Mais alors là, et par opposition, les techniques actuelles, parce que ce qui est en train de révolutionner cette maladie, comme plein d'autres, c'est les nouveaux outils. Et c'est alors ces outils de transcriptomique spatiale, notamment, qui permettent de savoir quelles sont les cellules qui expriment ces ARN. Là, on n'aurait pas eu besoin de faire de marquage. Là, par exemple, on aurait tout de suite su que c'était notamment les dendritiques plasmacytoïdes. Et ça permet aussi de voir qu'en fait, il y a plein d'autres cellules. Il n'y a pas une cellule épithéliale salivaire, il y a plein de sous-types. Et puis, il y a une cellule qui est en train d'émerger. Michael vient d'en parler, le fibroblast. Alors, le fibroblast dont on se débarrassait volontairement dans nos cultures en se disant qu'on ne veut pas être contaminé par le fibroblast dans nos expériences immunologiques de laboratoire. Le fibroblast salivaire joue un rôle important et c'est vraiment, il y a des travaux concordants, très bien publiés, très convaincants qui montrent le rôle de cette cellule. Et ça va sûrement ça c'est un travail qu'on a en cours avec Raphaël, Gaëtan, Pierre-Marie, où on a des prélèvements séquentiels de patients qui ont eu des biopsies de glandes salivaires accessoires avant et au moment du lymphome. Et on espère pouvoir, grâce à ce type de technique, voir vraiment ce qui se passe au niveau moléculaire, pourquoi certains patients vont vers le lymphome et d'autres pas. Alors, on est passé de la 2D à la 3D, puisque maintenant, on est capable, dans plusieurs équipes, de faire des petites glandes salivaires ex vivo. Donc là, au lieu de couper les glandes salivaires accessoires au moment du diagnostic, on ne les coupe pas trop, on les fait pousser sur différents milieux, il y a différentes techniques. Et là, on est dans un modèle beaucoup plus physiologique que la cellule épithéliale, qui ressemble, alors premier résultat montré par l'équipe de Bicêtre, les marqueurs morphologiques, il y a une belle différenciation de ces organoïdes là que vous voyez, je ne sais pas si on voit, peut-être plutôt là, voilà. Ça commence, ça a une belle structure de glande et il y a des marqueurs de canaux, des marqueurs d'acini et ça sécrète de la salive, donc c'est top, c'est top. Et on confirme en 3D qu'il y a effectivement quand on prend des glandes salivaires de patients qui ont la maladie par rapport à des sujets secs, uniquement secs, pour revenir à la sécheresse, sans auto-immunité, il y a une signature interféron qui se maintient dans l'organoïde. Donc ça montre aussi toutes les modifications épigénétiques. À distance, la glande salivaire a été enlevée plusieurs semaines avant et il y a une signature interféron maintenue dans l'organoïde quand il vient de malade atteint de la maladie et pas de sujet sain.
Et alors ça, voilà, on adore montrer, ça c'est la sécrétion, c'est le gonflement, hein, c'est le flux salivaire d'un organoïde. Au lieu de donner de la pilocarpine pour améliorer la sécheresse, hein, je vous rappelle au passage, c'est un des rares traitements qui améliore actuellement la sécheresse salivaire. Ben, on en met dans l'organoïde et puis quand les glandes salivaires sont issues de sujets non auto-humains en haut, ben, elles se dilatent plus, elles se gonflent plus par la salive qu'elles sécrètent que chez les sujets Sjögren. Et ça ouvre aussi vers des essais de traitement. Hein, in vitro, on peut tester les médicaments. Et voilà, l'équipe de Bicêtre a testé le tofacitinib. Alors, chez des sujets sains, ça améliore pas beaucoup le gonflement. Chez des Sjögren, avec un peu de pilocarpine, mais pas beaucoup, on arrive à augmenter le flux salivaire grâce au blocage des JAK. Donc, et ça, on va pouvoir tester plein de médicaments comme ça hors essai clinique sur la sécrétion salivaire. Vous savez que c'est un des parents pauvres pour le moment, on va le revoir, c'est de pouvoir prouver l'amélioration des symptômes de cette maladie, sécheresse et fatigue notamment. Alors là aussi, on a de la chance, on en avait besoin dans la maladie de Sjögren particulièrement. L'IA arrive. Alors l'IA, premier exemple très simple pour améliorer le diagnostic de la maladie. Alors ça, c'est vrai qu'avec des anapathes un peu motivés, c'est quand même pas si compliqué que ça. Mais ça a beaucoup intéressé Samuel Bitoun, qui a travaillé avec toute une équipe, une start-up, et qui a fait faire du machine learning par cette start-up et comparer les performances par rapport aux super anapathes des différents services. Et finalement, la performance est bonne. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, l'ordinateur confirme que pour faire le diagnostic de Sjögren, il faut qu'il y ait un infiltrat lymphocytaire. Ça, c'est rassurant. Plus amusant, c'est on sait que dans les infiltrats salivaires, il y a à peu près 3/4 de lymphocytes T, 20% de B. Et en général, on dit qu'il y a beaucoup de CD4. Pour le diagnostic de Sjögren, ce qui n'était jamais sorti auparavant, mais on avait des données omiques pour le dire aussi. Dans cette maladie aussi, le TCD8 est important. Il n'y a pas que dans les autres maladies auto-immunes, le Sjögren, il y a un rôle pour le TCD8 dans le Sjögren. Alors, je quitte l'immunopathe pour venir vers des choses plus cliniques. Alors, notre préoccupation principale quand on voit des patients avec une maladie de Sjögren, c'est de se demander finalement quels sont ceux qui vont faire des complications graves, quels sont ceux qui vont faire des lymphomes. Et là, on commence à avoir des outils simples, relativement simples, à partir de choses qu'on peut faire en routine. Alors, il y a eu énormément de travaux à partir des cohortes, des différents centres de référence, des cohortes nationales comme ACES, sur des patients qu'on a suivis de façon prospective pendant maintenant près de 20 ans et dont certains ont développé des lymphomes. Et l'équipe de Bicêtre a comparé, a analysé à la fois la cohorte prospective ACES et une cohorte plus transversale parisienne, et a montré qu'il était possible assez simplement de subdiviser les patients qu'on voit en consulte en 3 groupes. Et cette subdivision, elle a été faite à partir de données relativement simples qu'on a à peu près tous quand on voit un patient, des données cliniques, les symptômes des patients, sécheresse, fatigue, douleur, et puis les données biologiques simples, le statut anticorps, anti-SSA, SSB, je vous rappelle que c'est 2/3 des patients, l'existence d'une hypergamma polyclonale, une cryo, etc. Et finalement, sans aider l'ordinateur, il y a 3 groupes de patients. Alors, il y a un groupe qu'on connaît tous, hein, c'est le groupe du bas. C'est le groupe de patients qui a une énorme sécheresse, une grande fatigue, et finalement, biologiquement et cliniquement, pas grand-chose. Ceux-là, effectivement, ont tendance à faire beaucoup de complications. Donc, on peut être assez serein et ne pas les voir trop souvent. Ce qui est intéressant, non, mais alors ça, c'était vrai jusqu'à il y a maintenant qu'on va avoir des traitements, on va pouvoir les voir pour les traiter. Hein, mais en tout cas, on n'est pas inquiet par rapport, je vous vois sourire, par rapport au risque de lympho, mais par rapport au risque de complications. Et puis, il y a un groupe de patients, je trouve que c'est très... Alors ça, on le pressentait, c'est ce groupe-là. C'est des groupes de patients, à l'examen clinique, vous n'avez pas grand-chose, mais par contre, ils ont vraiment des marqueurs B simples, élevés. Et ceux-là, maintenant, quand on les suit, on sait que c'est ceux-là qui vont développer des complications. Évidemment, les patients qui arrivent avec un purpura et des signes cliniques de complications, ceux-là aussi, il faut les suivre, mais ceux-là, ce n'est pas compliqué. Ce qui est plus original, c'est de se dire que des patients qui ne se plaignent de pas grand-chose, ni d'ailleurs de sécheresse, ni beaucoup de fatigue, mais qui ont une biologie, d'où l'importance aussi de faire
une biologie de routine régulière chez ces patients-là, ben, s'il y a des signes, une hypergamma, un complément bas, ben, suivez-les d'un peu plus près. Parce qu'effectivement, c'est le diagramme de droite. Ben quand on regarde les patients qui vont avoir besoin de traitements immunosuppresseurs ou qui vont faire un lymphome, ben, il y en a beaucoup plus dans le groupe de patients qui appartient à ce groupe marqueur B sans gros signes cliniques, surtout si on ajoute la signature interféron. Et c'est vrai que c'est chouette. Je ne sais pas combien d'entre vous ont accès à la signature interféron en routine. Et nous, ça nous change un peu la vie. Hein. Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais ça aide vraiment. Et c'est pas. Enfin, et là, c'est l'occasion aussi, puisque j'ai pété le micro, c'est grâce à un élève bordelais qu'on a la signature interféron à Strasbourg, donc il faut quand même le dire, c'est grâce à Marc Scherlinger, qui avec beaucoup de courage, parce que c'était avec un laboratoire pas facile de routine, a réussi à mettre en place la signature interféron. Alors, les lymphomes, voilà, les lymphomes, 5% des patients, comme vous le savez, au cours de leur vie. Et puis, alors là aussi, on a maintenant accès aux données de l'assurance maladie. Donc, on peut, avec les super experts comme Raphaël Seror, savoir qu'on a, avec un algorithme assez simple, hein, puisque c'est hospitalisation pour le motif Sjögren, et puis prescription de médicaments qu'on donne dans le Sjögren, pilocarpine, larme artificielle, plaquenil, traitement immunomodulateur. Il y a à peu près 46 000 patients qui ont un Sjögren en France. Et sur ces 46 000-là, suivis entre 2008 et 2022, 1749 lymphomes. Alors là, ça permet, vous voyez, nous, on a suivi, grâce à l'aide aussi de Véronique, 395 patients depuis 20 ans et on a vu une vingtaine de lymphomes. Alors bien sûr, ils sont bien phénotypés. Hein, on connaît leur signature interféron, on connaît beaucoup sur ces patients. Là, je n'ai pas le sérum. Mais par contre, j'ai la consommation de soins, notamment un sujet qui passionne les sjögrenologues, c'est le plaquenil. Est-ce que le plaquenil, après avoir démontré qu'il n'est pas très efficace tu n'es pas d'accord avec moi, sur la douleur, la sécheresse, etc., est-ce que cet anti-interféron, quand on sait que l'interféron augmente le risque de lymphome, est-ce que des patients exposés au long cours au plaquenil ferait moins de lymphome? On aura une première réponse grâce à Raphaël bientôt sur les données de l'assurance maladie. Alors, les facteurs de risque, comment vous faites plus attention aux patients? Alors, on a déjà vu des moyens simples, marqueur B élevé. C'est l'occasion de rendre hommage aussi au professeur Brouet, qui a mis en évidence les cryoglobulinémies il y a une cinquantaine d'années. Alors d'abord, il n'y a pas que le sang, hein, il y a les glandes salivaires. Les biopsies de glandes salivaires, c'est génial pour ceux qui font de la recherche. J'encourage les plus jeunes qui hésitent entre lupus, Sjögren et autres maladies. Là, vous avez accès directement à l'organe atteint. Et puis, c'est super aussi pour identifier le risque de faire un lymphome. Et vous pouvez rassurer, puisqu'on disait 5% des patients vont faire un lymphome, mais vous avez 98% de chances de ne pas faire de lymphome si vous n'avez pas un grand infiltrat dans les glandes salivaires. Donc, vous pouvez vous servir de la donnée de biopsie de glandes salivaires qu'en général vous avez pour rassurer les patients, pour les surveiller d'un peu plus près. Ce qui est important aussi, ce n'est pas seulement l'infiltrat. Alors ça, c'est une donnée que vos anapathes ne vous rendent pas forcément. C'est sur la façon dont l'infiltrat est organisé. Hein, si l'infiltrat est bien organisé, un peu comme dans un ganglion, là, il y a un peu plus de risque de lymphome aussi. Mais déjà, d'avoir l'info en focus score et pas en schisome de l'infiltrat. Pourquoi pas en schisome? Parce que schisome, c'est capé à 1. Vous ne pouvez pas être à 3 ou 4. Vous n'avez pas plus que... Oui, voilà, on peut l'intégrer. Alors, si vous arrivez à discuter avec vos anapathes pour qu'ils vous le rendent d'emblée, c'est encore mieux. Et là, on a quelques patients, ils ont un focus score à 8 ou 10, alors qu'un schisome 3 ou 4, c'est 1. Et ceux-là, il faut aussi les suivre d'un peu plus près. Et puis, c'est l'occasion de citer Véronique. Au moment où vous suspectez un lymphome, faites une biopsie de glande salivaire. Combien de fois on voit des PET scans, alors que souvent le PET, il ne fixe pas, sauf quand le patient il a transformé en lymphome à grande cellule. Mais la biopsie de glande salivaire, c'est des lymphomes de la zone marginale, c'est des lymphomes muqueux. Vous avez un grand rendement de la biopsie de glande salivaire accessoire. Parce que dans le papier de Véronique, 10 sur les 13 patients, le diagnostic n'avait pas été porté sur une biopsie d'un ganglion, mais sur la biopsie de glande salivaire accessoire. Je vous assure, faites-en, refaites-en, vous allez trouver des lymphomes. Notamment chez les patients avec une cryo un peu difficile à traiter, notamment, là, ça augmente vraiment la rentabilité diagnostique. Alors, les facteurs de risque, vous les connaissez, il y a les classiques, les gonflements parotidiens, le purpura et l'activité de la maladie. Un patient qui a des signes systémiques,
il est à risque de faire un lymphome. C'est pour ça que les traitements efficaces qui sont en train d'arriver vont probablement réduire le risque de lymphome. On commence seulement à le démontrer pour la polyarthrite rhumatoïde. Il a fallu presque 20 ans pour qu'on commence à démontrer dans la PR que le fait d'avoir des traitements efficaces diminue le risque de lymphome. On peut parier que ce sera pareil dans le Sjögren, encore faudra-t-il le démontrer. Alors grâce aux cohortes, on a, avec tous les collègues français, européens, on a plein de nouveaux marqueurs de risque de lymphome qu'on ne peut pas tous faire en routine. Et je vais insister sur ceux pour lesquels il y a des traitements qui arrivent. Donc BAF et April, alors pas seulement BAF, BAF vous connaissez bien par le belimumab et le blocage dans le lupus. April, c'est intéressant, je ne sais pas s'il y a des néphrologues dans la salle, mais c'est un super traitement de la néphropathie à IgA. Donc vous pouvez bloquer BAF, vous pouvez bloquer April, vous pouvez bloquer les deux. Et finalement, les conséquences, c'est sur le type de lymphocyte B dépend surtout de l'expression des récepteurs. Et l'expression des récepteurs n'est pas tout à fait la même selon le degré de maturation du lymphocyte B. Alors, on a montré avec Pierre-Marie, toujours à partir de la cohorte prospective à 16, qu'en analyse multivariée, en tenant compte des facteurs classiques, la cryo, le complément, etc., le taux de BAF 20 ans avant, au moment où le patient est inclus en 2005 dans la cohorte, est associé au risque de lymphome, et c'est aussi vrai pour le taux d'April. Les complexes humains, alors là aussi, je suis curieux parce que je vois Patrick qui se marre, il se dit voilà vraiment là, qu'est-ce que il vient me raconter, doser des gros trucs qui servent à rien. Moi, j'adore ce papier, j'adore les papiers bordelais, et j'adore les papiers de l'équipe de Marc Schlumschick qui montrent qu'un B est capable de s'auto-activer à partir d'un complexe humain grâce à l'activité, grâce à son BCR qui est une activité facteur rhumatoïde et TLR9. Donc les complexes humains, c'est probablement important en vrai, notamment pour les nouveaux traitements. On a toujours eu des grosses difficultés pour les doser parce que les tests ELISA commerciaux sont nuls. Ils sont basés sur la fixation du C1Q et en fait, vous reconnaissez aussi bien une IgG monomérique qu'un complexe d'immunoglobuline agglomérée qui sont des complexes humains. Et donc, on a discuté, nous, à Strasbourg, on a de la chance, on a une super équipe sympa comme Bordeaux, mais plus proche, à la fois clinicienne et immuno comme Bordeaux, qui est à Freiburg. Et à Freiburg, ils sont, comme à Bordeaux, très innovants. Et ils ont un test en routine. Eux, ils font non seulement la signature interféron, mais le dosage de complexe humain en routine. Et ils ont publié ça dans un bon journal, un MBO, avec des cellules transfectées, Fc gamma récepteur 2A, 3A. Et quand ces cellules-là, elles reconnaissent que les complexes humains. Vous mettez des IgG monomériques, elles ne reconnaissent pas. Et vous mesurez, par exemple, la sécrétion d'IL2 dans le surnageant des cellules. Ça en fait un test assez simple qu'ils utilisent en routine. Pareil, on a passé toute la cohorte française dessus et contrairement à des dosages plus simples comme les IgG, les gamma-globulines, le taux de complexe humain est plus élevé chez les patients qui vont développer des lymphomes. Traitement des lymphomes, alors ça j'en parle parce qu'on a des difficultés, c'est très variable selon les équipes et selon les spécialités parce que les hématologues, souvent, ils ne sont pas forcément, il faut vraiment se battre parce qu'ils nous disent c'est du malt, du gentil malt, il n'y a pas forcément de vraie démonstration que le fait de les traiter quand ils sont relativement indolents et que c'est juste l'interniste, le rhumatologue qui veut le traiter à cause de la cryo. Là, récemment, on avait une maladie des dépôts avec une atteinte pleurale et un petit malt. Donc, ils ne comprennent pas pourquoi nous, on pousse à traiter. Et finalement, c'est le mérite aussi de ce papier de montrer que quand même, au moins sur l'activité systémique de la maladie, le fait de traiter est plus efficace, au moins sur la maladie. Il n'y a pas la puissance pour le démontrer sur le lymphome lui-même. Ce que montre ce papier aussi, c'est que le rituximab seul, ça sert à rien. Les monothérapies, soit on traite vraiment le lymphome, et on fait Ritux, chloraminophène, Ritux, Binda. Le Ritux seul, on va le revoir, ça ne déplaide pas bien dans les tissus. Donc, et comme le clone lymphomateux, il est dans la parotide, il se cache dans le tissu salivaire, vous n'allez pas réussir avec du Ritux seul à traiter le malade. Donc, même si l'hématologue veut vous donner bonne conscience en disant on va faire quelque chose, on va faire du Ritux, ça ne marche pas. Ouais. Par rapport à ça, c'est Gaëtan qui cite, et je ne sais pas si tu peux être au courant. Il y a une RCP, absolument. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Elle existe déjà ou elle est parce qu'elle nous…
la semaine. C'est pas encore. Donc, c'était national. National, maladie du monde, lymphome. Exactement. La FIDR soutiendra avec les moyens humains que ça se mette ça en musique. Et ça, je pense que ça sera intéressant, justement, pour convaincre de temps en temps nos collègues hématologues sur la prévention globale. Ouais, merci de m'avoir rappelé, c'est une RCP importante. Et c'est aussi important parce que on va proposer des protocoles thérapeutiques aussi. Parce que là, on a des nouveaux traitements intéressants qui déplètent bien le lymphocyte B sans chimiothérapie. Donc là, on est très, très chaud avec tous les géogrénologues pour vous proposer des essais cliniques. Et d'après Gaëtan, on voit en France, on voit une dizaine, tous les centres de référence, une dizaine de lymphomes au moins par an. Tu crois pas? Par an, sur toute la France, mais sans problème, sans problème. Ouais, voilà. Donc, si vraiment vous participez à ces RCP, vous nous parlez de ces patients, on va pouvoir leur proposer des traitements qui ne soient pas des vieux alkylants. Hein, donc, on est en train de se battre pour avoir justement des propositions thérapeutiques intéressantes. Alors, hors lymphome, ça bouge encore plus vite, puisque pour le moment, les patients avec lymphome, ils sont exclus des essais. C'est aussi pour ça qu'on veut proposer une étude. C'est que souvent, les patients, au moment du lymphome, ils sont très actifs sur leur maladie. Donc, ce seraient peut-être les premiers patients à traiter, mais pour le moment, ils sont exclus des essais industriels. Alors, c'est l'occasion de rendre hommage à Jean Sibylla et Xavier Mariette, qui ont été les premiers, dans les années 2000, à s'intéresser aux Sjögren et à proposer des essais cliniques à partir avec un critère principal pour l'infliximab. Alors, ça n'a pas du tout marché. Hein, les anti-TNF. Bon, à l'époque, on pensait que les anti-TNF marchaient sur tout, comme on a cru à un moment que le rituximab allait marcher sur tout. Et je me rappelle très bien, je faisais partie de ceux qui étaient très optimistes. Donc, le critère de jugement, c'était l'amélioration de VA. Hein, et là, quand même, on a fait des progrès dans les critères d'évaluation, ce qui fait que la plupart des essais de phase 2, phase 3, phase 4 sont positifs ces dernières années dans le Sjögren, parce que même s'ils ne sont pas parfaits, on a des critères d'évaluation relativement robustes. Donc, juste pour vous rappeler, parce que je vais citer des améliorations, de quoi on parle. Donc, l'ESDAI, c'est un score sur les complications systémiques avec, l'ESDAI classique, il y a 12 domaines, dont un domaine de biologie. Et il y a un ESDAI purement clinique qui a 11 domaines. Ça, c'est pour les complications systémiques. C'est le médecin qui le score. Ce n'est pas si compliqué. Ce n'est pas parfait. On va l'améliorer encore, mais ça a le mérite d'exister. Et puis, il y a les symptômes. Et là, pour le moment, on n'a pas encore fait mieux que l'évaluation par le patient lui-même de sa sécheresse, sa fatigue, ses douleurs. Et on fait la moyenne des trois, ça s'appelle l'esprit. Alors, je vais vous parler beaucoup du lymphocyte B, mais moi, je crois aussi au T dans cette maladie. Et il y a eu un essai positif avec le bon vieux Arava plaquenil. Donc ça, on va voir si on confirme dans l'étude Necessity qu'on a menée ensemble. Et puis, il y a certains traitements qui bloquent la co-stimulation BT, comme les inhibiteurs CD40, CD40 ligands. Et il y a une super classe thérapeutique qui sont des dépléteurs spécifiques PD1, avec des résultats hyper intéressants dans la polyarthrite rhumatoïde, qui déplètent spécifiquement ce qu'on appelle les T folliculaires helpers et les T périphériques, les TPH. Et voilà, on faudra voir ce que ça donne dans cette maladie, parce que le T est important dans le Sjögren et pour le lymphome. Alors, les nouveaux traitements, ce qu'ils ont en plus du rituximab, c'est qu'ils arrivent à bien dépléter les B, pas seulement dans le sang, mais dans le tissu. Je vous rappelle aussi qu'après déplétion lymphocytaire B, il y a une augmentation réactionnelle de la cytokine BAF qui va entraîner une repopulation avec des B plus autoréactifs. Donc, il y a une synergie, un intérêt à synergiser à la fois la déplétion lymphocytaire B et le blocage de BAF. Nous, on l'a fait chez la souris avec Renaud Felten. Ça marche très bien. On améliore son flux salivaire. Une de mes meilleures dias que je ne vous ai pas mis, c'est le flux salivaire chez la souris. On voit des souris alignées avec leur paille. Donc, les souris sont moins sèches avec ce traitement-là. Plus sérieusement, le traitement, les deux premières phases 3 positives, on était très émus de voir ces résultats. Deux premières phases 3 avec plusieurs centaines de malades positives, avec cet inhibiteur du récepteur de BAF qui a une double action. D'une part, il bloque l'action de BAF et d'autre part, il entraîne, une fois que l'anticorps est fixé sur le récepteur de BAF, le lymphocyte B est tué. Donc, il y a une déplétion lymphocytaire B concomitante. Il y a deux actions. Et deux essais de phase 3 avec des administrations mensuelles de ce traitement par voie sous-cutanée, le ianalumab,
avec un critère principal à 48 semaines, la baisse du score de complications systémiques. Bon, je dis qu'on était ému, mais on n'était pas renversé par l'ampleur du résultat, hein, qui, moi, m'a beaucoup rappelé les premières études Belimumab. Donc, voilà les caractéristiques démographiques des patients. Et voilà les résultats, la décroissance de ce score de complications systémiques. Et on voit qu'on a toujours ce problème de l'effet placebo. Hein, le placebo, il perd allègrement aussi plusieurs points d'ESSDAI, 5 points d'ESSDAI dans cette étude, 5,5 dans cette étude. C'est embêtant. Alors, il n'y a qu'en Chine que je vais vous montrer, chez les Chinois, il n'y a pas d'effet placebo, mais dans le reste du monde, il y a trop d'effets placebo. Donc voilà, le plan statistique permettait quand même, avec 2 essais qui avaient globalement le même design, donc ça, les 2 étaient isolément positifs. Voilà la synthèse des 2 qui est aussi positive. Et les critères secondaires, bon, voilà, il y avait, en tout cas, le médecin en double aveugle et le patient avaient une impression d'amélioration, mais pour le moment, ces essais n'avaient pas la puissance et n'ont pas permis de démontrer un effet sur ce qui gêne le plus les patients, la fatigue, la sécheresse et les douleurs un peu diffuses. On a commencé à bloquer BAFF et April. Alors là, il y a plein de molécules potentielles. Ce sera intéressant de voir s'il faut vraiment bloquer les deux ou si ce qui marche dans la néphropathie IgA aussi, ce qui est le blocage uniquement d'April, peut marcher. En tout cas, on a les données justement chinoises du blocage de BAFF et April par le TI-Tacicept. Et c'est des données, alors là, renversantes, avec 0 effet placebo et un énorme delta entre les traitements actifs et le placebo. Le placebo qui reste, alors vous ne voyez pas bien en haut, mais l'ESSDA, il ne bouge pas, moins 0,4 points, et là, on a moins 4,6 de diminution. Alors, il y a une grande boîte américaine qui va faire l'évaluation aux États-Unis pour voir un essai. Le même essai va être fait dans les États-Unis et le reste du monde, et peut-être que ça va être confirmé. Si c'est confirmé, c'est un traitement super intéressant. Mais c'est Vorbio, ça s'appelle. Johnson a d'autres trucs, mais pas ça. Ça, c'est une boîte voilà, qui fait l'exploitation dans le reste du monde. La Chine a l'AMM pour ce traitement dans le lupus, Sjögren, il me semble néphropathie IgA. Et pour le reste du monde, la FDA refuse de se baser sur les résultats chinois. Donc, il faut qu'il y ait des essais dans le reste du monde. Bien sûr, les nouvelles thérapeutiques qui déplètent profondément le lymphocyte B et pour lesquelles on a très peu ou pas de données dans le Sjögren et pour lesquelles il faudra bien sélectionner les malades, parce qu'on est dans une maladie qui n'a pas la sévérité de la sclérodermie. Et donc, pourquoi pas des patients en 4e rechute d'un lymphome, des patients avec une cryo ultra réfractaire, mais autrement, pas sûr qu'il y ait une grande place pour ces traitements-là. Comme par exemple l'anticorps anti-CD3/BCMA, comme le teclistamab, l'erlanatamab. Voilà, quelques cas, toujours la même équipe allemande qui, au sein de ces séries de 4 à 5 malades, glisse 1 ou 2 Sjögren. Bon. Alors, si on ne tape pas sur le lymphocyte B, j'entendais Michael qui me disait qu'il ne croyait pas aux anticorps dans la sclérodermie. Alors moi, je dois dire que je ne croyais pas non plus aux anticorps dans le Sjögren, à part dans la grossesse, et ça, je crois que c'est Véronique qui va nous en parler. Elle a des dias magnifiques, vous allez voir. Donc, dans le Sjögren, les anti-SSA, SSB, ils sont pathogènes uniquement pendant la grossesse. Personne n'a jamais démontré un effet. Ce n'est pas comme dans la myasthénie. Dans la myasthénie, OK, et c'est pour ça que certains médicaments qui permettent de dépléter les auto-anticorps et les anticorps en général ont l'AMM. Il y a 3 anti-FcRn qui ont l'AMM dans la myasthénie, je crois. Alors, dans le Sjögren, moi, je n'aurais pas parié cher sur l'effet d'un inhibiteur du FC récepteur néonatal, dont une des fonctions principales, mais pas la seule, est de nous permettre de recycler en permanence nos IgG. Parce que sinon, il faudrait qu'on en fabrique beaucoup plus. On n'a pas besoin de beaucoup en fabriquer. Et grâce à ce système de recyclage intracellulaire, on a une demi-vie, comme vous savez, de 3 semaines. Et donc, je me suis planté. Ça marche très bien. En tout cas, en phase 2. En phase 2, avec un nombre de malades raisonnable, il y a un vrai effet sur les complications systémiques de la maladie. Il y avait 3 bras, 2 doses de cet inhibiteur du FcRn et un bras placebo. Et toujours cet effet placebo, vous voyez, 3 points. Alors là, on a pris comme critère principal
le clean SDI, parce que dans le domaine biologique, il y a les IgG. Alors évidemment, là, elle baisse. Hein. Tous les patients se trouvent, et c'est aussi une question pour le futur, à 2 grammes d'IgG. Hein. Mais on fait baisser pas seulement les anti-SSA et SSB, on fait aussi baisser les IgG totales. Donc on a pris un critère qui n'est pas faussé par les IgG, le clean SDI. C'est le seul essai qu'il ait fait pour le moment. Et il y avait vraiment une différence clinique sur le score clean SDI entre les deux groupes. Comme dit, c'est une sorte de plasmaphérèse. Hein, vous baissez, c'est par non-recyclage, c'est pas que vous baissez la production, mais vous ne recyclez plus vos IgG. Donc, dans les 12 heures, votre taux d'IgG, il passe à 1 ou 2 grammes. Et quand vous arrêtez le traitement, il revient très vite à la normale. Alors pour le moment, les données de tolérance, alors je ne parle même pas du Sjögren, parce que sur une étude de phase 2 de quelques mois, bon, il n'y avait rien, mais heureusement, mais dans les données myasthénie où il y a quand même plus de malades exposés, pour le moment, il n'y a pas de signal. Mais c'est quand même ça mérite d'être bien surveillé. Alors, comment ça marche? Parce que, encore une fois, si c'est vrai, si la phase 3 qui est finie, une phase 3 de grande ampleur qui vient de se terminer, je ne sais pas si vous avez participé à Bordeaux. Non? Si jamais c'est confirmé, est-ce que c'est uniquement par la baisse des anticorps non pathogènes? Alors, une façon quand même de vérifier, c'est de se dire que ça fait baisser les complexes justement les complexes humains. Du coup, ça fait baisser la signature interféron qui est induite par les complexes humains. Là, on peut comprendre comment ça marche. Et puis, comme Patrick m'a appris qu'il faut faire travailler les plus jeunes et essayer de comprendre quand même les médicaments avec lesquels on travaille. J'ai une thésarde qui travaille sur les autres rôles du FcRn dans le Sjögren, hors recyclage, parce qu'il y a une très belle revue du New England qui vous montre tout ce que fait le FcRn. Le FcRn, il a un rôle important aussi sur la présentation antigénique. Donc, Clémentine est en train de regarder les sous-types cellulaires qui expriment le FcRn, qu'est-ce qui se passe quand on le bloque, qu'est-ce qui se passe, quid de l'expression du FcRn dans les glandes salivaires quand elles sont infiltrées. Et puis, on va utiliser des organoïdes, parce qu'on fait des organoïdes aussi, pour voir ce qui se passe quand on bloque le FcRn. Qu'on verra bien. Alors là, juste en guise d'apéritif, déjà le B exprime le FcRn, hein, et puis pas n'importe quel B, des B double négatifs qui sont assez intéressants dans le Sjögren. Alors le principal sous-type, c'est plutôt le mono. Hein. La principale cellule qui exprime le Fc récepteur néonatal, c'est le mono. Bref, à suivre. On va vous solliciter parce que je coordonne un gros effort européen sur les complications à plus long terme du Sjögren, améliorer, trouver un score qu'on puisse utiliser dans les essais cliniques qui reflète le risque de lymphome. Et puis toutes les parties de la maladie qu'on ne connaît pas bien. Hein, il y a des équipes qui travaillent sur les patients qui ne remplissent pas encore tout à fait les critères de la maladie, les pré-Sjögren, qui, avec le suivi, peuvent les remplir. Les Sjögren associés aux autres maladies auto-immunes, donc pour le moment, on se fout un peu, hein, puisque sachant on s'occupe du lupus, de la polyarthrite, mais pas tellement du Sjögren. Or, parfois, c'est aussi un vrai problème pour les patients et ils sont exclus des essais cliniques. Et les Sjögren sans auto-anticorps. Nous, on a quelques patients sans anticorps qui ont une cryo, qui ont des lymphomes, et c'est probablement qu'on ne sait pas détecter la cible antigénique. Et ces patients, pareil, sont exclus des études. Donc, on a un gros projet européen qu'on va soumettre pour faire de la physiopathe et des cohortes. Vous avez vu comme c'est important les cohortes. Et je ne peux pas m'empêcher de vous inviter tous au grand moment que sera pour le Sjögren, le symposium à Paris, organisé par les Parisiens sur la maladie. Vous verrez comme ça bouge encore bien plus que ça. Merci encore pour l'invitation. Merci une fois pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions ? Et donc, merci beaucoup, Jacques Arrigue, merci d'être venu et merci pour la qualité de la présentation. Par rapport à tout ce que tu as présenté, donc toutes les options thérapeutiques qui sont donc très prometteuses, mais qui sont, là, tu nous as présenté surtout des anticorps monoclonaux. Quelle place tu vois pour les thérapies cellulaires? Thérapie cellulaire ou autre chose que du monoclonal? Du CAR-T ou autre chose que du monoclonal ou des spécifiques, si tu veux.
Alors, je pense qu'il faut voir ce qui se passe dans les essais cliniques. J'ai juste un peu, voilà, nous, on a traité un patient avec une sclérodermie grave avec teclistamab. Il a fait un ICANS sévère. On a dû mettre de la Dexa. Il a fait, il était déjà dialysé, donc il n'a pas pu fusiller son rein, mais il a fait un press. Les neurochirurgiens ont dû l'opérer. Enfin, moi, je trouve que ce n'est pas des traitements anodins. Alors, bien sûr, ce n'est pas une maladie anodine non plus, mais je trouve qu'on manque, en tout cas pour une maladie comme le Sjögren, on a plein d'options, on est en train d'avoir plein d'options thérapeutiques et je le réserverai aux malades, on a des lymphomes du Malte multiréfractaires hein, qui ont déjà eu la chimiothérapie, l'anti-CD20, qui ont déjà eu l'inhibiteur de BTK. Moi j'adore les inhibiteurs, j'en ai pas eu le temps d'en parler, mais BTK c'est une belle cible. L'industrie pharmaceutique ne mise pas trop dessus, mais on a des inhibiteurs de BTK en hémato qui pourraient être intéressants dans cette maladie, qui sont intéressants dans le lymphome du Malte. Voilà, qui sont 3e, 4e ligne. Ça, c'est des bons patients. Des cryos très sévères aussi qui répondent pas au traitement. Il n'y en a pas beaucoup, mais on en a quelques-unes. Voilà, moi, je serais très prudent et autrement, c'est de l'évaluation clinique, des essais cliniques. Mais quand on voit les critères d'inclusion de l'industrie pharmaceutique, où il faut avoir simplement été en échec d'un ou deux traitements pour une maladie comme le Sjögren, je trouve que c'est pas. Voilà, moi, je ne vais pas inclure beaucoup de malades dans ces études-là, ou vraiment des malades très réfractaires. Par contre, je n'ai pas eu le temps de parler d'un traitement qui est hyper intéressant, c'est les inhibiteurs de TYK2. Le deucrasitinib, hein, qui a l'AMM dans le psaume, qui est une sorte de JAK, pas tout à fait un JAK, mais qui marche un peu pareil. Ça a l'air très, très intéressant. On attend vraiment les données de la phase 3. Hein, voilà, ça... dans les essais cliniques, c'était les rares malades où on avait vraiment l'impression qu'ils s'amélioraient. Je ne sais pas si tu en as eu. Voilà, moi, si je devais parier, il va y avoir, moi j'attends avec impatience le DECRA, les phases 3 sur les inhibiteurs sur le dazodalibep, hein, le bloqueur de la voie CD40, CD40 ligand. Je pense qu'on va avoir des bons traitements. Ne nous a rien dit de l'obinutuzumab qu'on a à disposition, en fait, qu'on peut utiliser dans ce contexte. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est chouette l'obinutuzumab, on est tous très contents de l'avoir et moi voilà, je l'ai déjà quasiment intégré dans voilà, comme vous dans l'arsenal. Voilà, on n'hésite pas que bien sûr chez les patients qui sont alors dans les cryos Sjögren, puisque les anti-CD20 dans le Sjögren, la belle démonstration de leur efficacité, c'est uniquement dans la vascularite cryo. Autrement, on n'a pas vraiment l'impression que ce soit, en tout cas les données des essais cliniques ne sont pas très convaincantes. Donc, dans les vascularites cryo qui ne répondent pas au Ritux, qui sont immunisés contre le Ritux, il faut chercher le lymphome d'abord, faire une biopsie de glande salivaire, comme tu nous as appris, faire plein d'autres choses aussi, un phénotypage lymphocytaire dans le sang, ça peut être très rentable. Il y a un marqueur aussi, je ne sais pas si vous l'avez au labo d'immuno, qu'on adore, qui est l'anti-CN1A. Vous faites ça? Qui a d'abord été découvert dans les myosites à inclusion et qui vraiment a l'air d'être associé au risque de lymphome. Donc voilà, il y a plein de choses à faire, mais l'OBI, oui, c'est un super traitement. Et puis, alors là, pour le coup, je trouve que le rapport bénéfice-risque est tout à fait sympa. Vous faites des demi-doses après ou pas? Est-ce que vous faites toujours 1 gramme, 1 gramme, 1 gramme une fois que vous avez fait l'induction classique? Pour te dire, en fait, c'est vrai qu'on a fait des inductions et ensuite 1 gramme x 2 et puis après un entretien. Est-ce qu'on a fait de l'entretien en OBI? Oui, il y a du 500 mg. C'est ce qu'on a. Oui, Pierre, on en a parlé en RCP. Ah oui, c'est ça, oui, c'est ce que tu as fait. Voilà. Et donc, tu as fait 500 mg. Oui, 500, voilà, oui. Oui, oui, tout à fait. Et elle a très bien répondu. C'est ce qu'il a blanchi. À 500 aussi, vous avez un peu de recul sur 500? Non. Voilà, mais ça c'est intéressant parce que je crois que ces anti-CD20, je ne sais pas si vous participez à ce qu'on fait un peu de pub aussi. Moi, je crois que les doses d'anti-CD20, globalement, surtout quand le malade va bien, sont trop fortes. C'est une chose la phase d'induction, et donc nous, on a une étude, un PHRC national, dans la PR, malheureusement, j'aurais bien aimé, où on fait du réduit presque à peu de 200 mg. Hein, donc, je pense que on doit pouvoir le laisser en ayant. Très bien. S'il n'y a plus de questions, merci encore pour cette présentation.